bonjour à tous, ça marche là? Ouais. Vous êtes sur Ouf Radio, c'est la troisième émission des hauts et des bas. Je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça. Alors oui, donc je vous disais qu'en fait c'est la troisième émission des hauts et des bas. La première, on avait choisi comme thème, pour rappel, la naissance d'une radio. La deuxième, c'était sur le sujet des addictions. Et aujourd'hui, on a choisi de vous proposer comme thème la tête vide. Alors, avec comme invité surprise le docteur Adrien Altobelli, qui on va pouvoir poser des questions. On aura des intermèdes musicaux aussi. Et là, on va peut-être commencer à lancer un peu le sujet avec Thibaut qui va nous lire un texte. Voilà. Alors voilà, moi j'ai cherché un texte en rapport avec la tête vide par rapport à mon ami Gaëtan qui m'avait signalé qu'il avait ressenti ce genre de trouble. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc c'est lié à la dépression et ça dit ça. Donc la dépression peut engendrer une diminution de l'aptitude à se concentrer à penser, ou à penser. Les personnes dépressives peuvent éprouver des difficultés à réfléchir et à s'exprimer clairement. Lors d'une conversation, les mots sont difficiles à trouver et les phrases manquent de fluidité. Le sujet atteint de dépression a l'impression d'avoir la tête vide ou que le monde est devenu trop compliqué pour lui. La mémoire et la concentration ont également tendance à diminuer. Les personnes dépressives ont plus de mal à fixer leur attention, à retenir ce qu'elles viennent de lire ou d'entendre et à ne pas se laisser distraire. Bon ben voilà, c'est tout. Donc maintenant on va passer au témoignage. Gaëtan va nous parler de son témoignage par rapport à la tête vide. Alors, bonjour tout le monde. La tête vide, je vais vous parler d'une expérience désagréable que j'ai eue il y a quelques mois. Cela s'appelle la tête vide. Sensation de tête vide. Ce symptôme a duré un mois, je l'ai eu il y a quelques temps. Ça reste encore frais dans ma tête. Cette sensation de tête vide m'a laissé déconnecter de tout. J'ai laissé en pilote automatique. Mon entourage a essayé de me stimuler, moi j'étais sans réaction, apathique et spectateur plutôt qu'acteur. Quand on me disait quelque chose, je répondais par des phrases courtes. J'étais un peu comme une plante verte, je ne savais pas quand cette situation inconfortable allait s'arrêter. Je l'ai subie sans réaction aucune. J'en ai parlé au psychiatre parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. J'ai eu la tête vide à cause d'un mauvais médicament. Dans le but d'enlever des mauvaises idées, on m'a prescrit un antipsychotique, mais lui était contre-indiqué et Risperdal. Une fois que le médicament a été changé, j'ai dû attendre quelques jours avant d'avoir un changement. La tête vide, c'est un peu comme s'il y avait eu un cambriolage chez vous et qu'on avait pris tous vos meubles laissant une place vide. On ne peut pas regarder en arrière, on ne peut pas faire de projection. Je subissais des influences extérieures et intérieures, voilà comment j'ai ressenti la tête vide. Merci Gaëtan. Alors maintenant il y a aussi Tony qui a un autre témoignage. La psychose. Quand on entend des voix toujours, ça donne du stress. Quand on tremble toujours, et c'est mauvais, ça m'a rendu parano. Par addition, on ne bat pas toujours, c'est pas bien pour la tête. Et maintenant Valérie. Bonjour, la tête vide. Cette sensation étrange et oppressante fait peur. C'est comme si on enlevait son passé ainsi que le présent. On est incapable de réfléchir ou de faire quoi que ce soit. Après des heures de vide, on revient au présent et on se retrouve. Oui, je vais me lever pour les questions à l'invité. Et puis, parler assez fort. Oui, d'accord. Vous voulez qu'on relise le témoignage à Valérie, Oui, peut-être? Vous voulez que je relise? Vous voulez que je lise? Parce que je parle plus fort. Ouais. Alors, la tête vide, cette sensation étrange et oppressante fait peur, comme on nous enlevait son passé. C'est comme si on nous enlevait son passé ainsi que le présent.
on est incapable de réfléchir ou de faire quoi que ce soit. Après des heures de vide, on revient au présent et on se retrouve. Voilà. Merci. Merci Valérie. Alors là, j'ai des questions à l'invité, au docteur Altobelli. Donc, quelle est votre réaction par rapport au témoignage préalablement évoqué par Gaëtan, Tony et Valérie? Et qu'en pensez-vous de ces 3 témoignages? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité et de penser que je pourrais essayer de répondre à vos questions. Ce que j'en pense, c'est que c'est quelque chose d'assez touchant de cette souffrance-là. C'est vrai que c'est une souffrance qui touche un peu à l'essentiel, quoi. Quand on a affaire à quelqu'un qui souffre du corps, qui a mal quelque part, lui, il a l'impression, quand vous décrivez la question des meubles, c'est vrai que ça a l'air très dur, hein. Parce que s'il manque les meubles pour pouvoir sentir la douleur, c'est un truc qui semble beaucoup plus dur que la douleur elle-même. Qu'une douleur qui serait une douleur dans le corps. S'appartenir, un bout de soi qui part. C'est étonnant parce qu'en fait, j'arrive là et en écoutant ces témoignages, je me rends compte du côté très fréquent en psychiatrie de cette question de la tête vide, alors même que quand vous m'avez invité à venir à cette émission dont c'était la thématique, moi j'ai pas du tout pensé à la psychiatrie en fait avec la tête vide. Parce qu'ils ont beaucoup de pensées justement et ça sort plutôt... ils ont tendance à parler de leur émotionnel... Enfin, c'est parce qu'ils ont beaucoup de pensées, c'est pour ça que vous dites ça, que c'est pas une tête vide justement? Je sais pas, je pense que c'est à cause du fait que chez moi, le mot tête vide m'a renvoyé tout de suite à des choses pas du tout psychiatriques. En fait, je pensais à la méditation par exemple. Ah d'accord. C'est-à-dire que là, en ce moment, avec le docteur Griboval, le docteur Rovillain et Mme Robillard, on est en train de monter un groupe de méditation pleine conscience qui est justement un traitement de la dépression. D'accord. Et où ça en passe par le fait d'essayer de se vider la tête et de façon à re-rentrer dans le présent. Ouais. Et où voilà, c'est plus de ce côté-là finalement et du côté de chant poétique. J'avais dit d'ailleurs que j'allais ramener des trucs, je les ai pas ramenés. C'est plus de ce côté-là que ça a résonné en moi les mots tête vide. La tête vide, c'est comment on arrive à enlever les histoires qu'on rumine pour pouvoir se mettre pleinement à vivre et où l'expérience que moi j'ai eue, en tout cas à titre individuel au travers de la méditation, c'est qu'en me vidant la tête, j'arrivais au fond de moi-même à quelque chose que je trouvais être une forme de joie. De joie très simple, de joie très pure, et que derrière toutes les histoires, il y a de la joie. Et ce qu'on entend et qui semble effectivement... ça me paraît... C'est une bonne explication, enfin une bonne remarque, oui. Donc pour vous, c'est ce que vous pensez de la tête vide du point de vue médical? Ah oui, pardon, c'est ce que vous pensez du point de vue médical, que ce que ça peut apporter la tête vide, à vrai dire. Ça peut apporter une méditation, ça peut être une méditation pour accéder à autre chose de positif, de constructif, à vrai dire. Mais est-ce que c'est légitime de dire que c'est péjoratif, la tête vide? Parce que parfois c'est une insulte des jeunes, à dire tu as la tête vide, c'est une sorte d'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette hargne des jeunes vis-à-vis d'autres personnes, d'autres jeunes, qui disent tu as la tête vide, ou vis-à-vis des personnes âgées ou des gens plus fragiles? Est-ce que c'est légitime? Enfin, c'est pas vraiment légitime, mais est-ce que c'est une remarque, une expression un petit peu trop brusque? Enfin oui, certainement. Certainement, oui. Alors, je savais pas que c'était une forme d'insulte. Tu as la tête vide. Ça peut être pris comme une insulte. Je verrais ça comme plus une mère qui dirait ça à son enfant.
Tu as l'air d'avoir la tête vide. J'imaginerais ça comme truc péjoratif qui sortirait. Et qui serait un peu dur, effectivement, de venir signifier à son gamin, mais vas-y, bouge-toi. Et où, en tout cas, ça résonne pour moi avec les témoignages qui ont été donnés, avec la question de... J'ai perdu l'énergie en moi qui me permettait d'aller vers le monde. Et là, il y a quelqu'un qui est censé prendre soin de moi dans le monde, qui vient me dire, qui vient me le reprocher, qui vient me reprocher d'être un peu inerte. Et donc c'est la double peine, quoi. C'est très dur. Ouais. Ça vient redoubler la violence finalement comme insulte. Alors comment doit réagir celui qui reçoit cette sorte d'expression péjorative? Comment doit-il réagir face à sa mère ou face à un ami ou un copain? Comment doit-il réagir face à ce genre d'insulte, entre guillemets? Bah moi j'imagine qu'il doit être triste, hein, mais... Bah oui. Et qu'est-ce qu'il peut répliquer pour pouvoir se défendre de ce genre de critiques qui peuvent mettre en plus mal à l'aise? Un monsieur s'en est sorti, mais c'est parce qu'il a eu le déclic d'aller voir son médecin et de dire voilà, je pense qu'il y a un médicament qui ne va pas et qui me rend la tête vide et je reçois des insultes. Peut-être que vous en avez reçu? Non, vous n'en avez pas reçu? Non. Mais il y a des jeunes qui en reçoivent des insultes parce qu'ils ne réagissent pas et les jeunes c'est très réactif et ça peut être mal perçu pour des gens plus fragiles. Voilà. Et est-ce que cela peut être un vide émotionnel, la tête vide, le visage actimormique, avec émoussement des affects et des stimuli? Est-ce que ça peut être un vide émotionnel qu'il faut combler ou je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors c'est vrai que c'est d'un point de vue psychiatrique, il n'y a pas tellement de il faut parce que bon la thymormie ou la thymie qui sont deux symptômes assez similaires dans deux maladies différentes renvoie justement à ce manque de mouvement intérieur qui permettent d'aller vers le monde. Et là encore, un petit peu comme la mère dont je parlais tout à l'heure qui viendrait dire mais vas-y bouge-toi, reste pas là avec la tête vide, c'est un peu une injonction inutile parce qu'on est en train de dire à quelqu'un qui n'arrive pas mais tu n'arrives pas et on vient l'enfoncer plus que le relever. C'est plus de proposer des espaces possibles, comme par exemple un espace comme celui-ci, et de laisser des trous. C'est-à-dire que il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui sont des maladies du désir, où on a du mal comme ça à aller vers les choses. Et le désir, ça s'allume pas en agitant des choses devant les yeux de l'autre. Le désir, ça marche par trou. C'est en laissant un trou. En proposant quelque chose, peut-être, en proposant différentes choses. En proposant, mais en proposant de loin, en disant c'est possible. Tiens, par là, si vous voulez, il y a quelque chose, mais surtout pas trop pousser, parce que si on pousse trop, ça enlève tout désir. C'est un petit peu comme de bourrer du pain dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas faim. C'est le désir, ça marche toujours par trou. C'est pour ça qu'on essaye de... Pour combler quelque chose. Ouais. Celui, il va réagir en fonction du comblement. D'ailleurs, il y a un des fonctionnements du service qui est pensé entièrement par rapport à ça. Il y a beaucoup d'endroits où on fait des indications médicales aux activités. Ici, on a décidé de ne pas faire d'indications médicales aux activités, précisément pour cette raison, parce que on considère que les pathologies du désir, c'est les pathologies desquelles on a le plus à s'occuper ici. Et du coup, il s'agit de laisser les gens investir tout seuls. Parce que c'est surtout le désir dont qu'il s'agit de remettre en route, et pas juste que les gens fassent des activités pour faire des activités. Et du coup, il faut laisser là à disposition, et puis que les gens ils investissent comme ils veulent, comme ils peuvent, les activités. D'accord. Merci. Donc l'improvisation, Quentin, une improvisation musicale. Quentin, je vous amène à... Ah oui, bon. Que ça pourrait être vous. Et alors, ça, c'est vous. Avec Agali, vous pourriez trouver nous. Combien 500.
ta voix, Quentin. Tête pleine, tête vide, kilo de plume, kilo de plomb. Cœur gros plein de vide, kilo de plume, kilo de plomb. Tête vide, tête livide, affolement des démons. Cœur gros cœur, corps affolé. Cœur affolement des démons, tête livide, tête aride, engrenage sur ces monts. Cœur gros plein, cœur rigide, cœur engrenage sur les démons. Vous en avez un autre? Un autre? Bon, c'est pas grave. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. À force d'avoir la tête vide, j'ai les démons qui s'enjaillent en moi. J'ai les démons qui me révèlent certains sentiments absurdes, complètement affolés. Cœur sur les démons, cœur affolement sur les démons. J'aime pas les démons, même avec la vida loca. Checks sont banals, sont approvisionnés, sont sentimentales, parfois affolés. Cœur vide, cœur plein. Cœur sentiment d'engrenage, mais la vie me un coup bas. Mais j'aime pas les démons, j'adore la tête vide, mais parfois affolé. Mon cœur sans démon, sans raison, se met à crier hola, qu'est tal, vida loca, check ba local, hein. C'est bon. Ce qui se vide dans ma tête se remplit de mon vide. Ma mémoire se donne une forme où disparaître, repliée dans ce qui se, dans la limite, une forme à disparaître, repliée en moi, une matière se remplit, le vide, une forme de tête en repli, une forme qui se tait. Dans ma tête, il y a des formes qui se taisent, une mémoire muette, le vide, la matière de l'oubli, une tête repliée ou disparaître. J'ai la tête bien vide, les doigts coléreux, comme un chant oublié, mes heures se réduisent. À compter de ce vers quelque peu savoureux sur cette page blanche où les larmes s'épuisent comme un chant oublié, mes heures se réduisent. J'ai la tête bien vide et les doigts coléreux. Pardon. Mon amour de la plume a guéri bien des larmes, et pourtant ce matin mon chagrin est de douleur, j'ai perdu mon ami, mon cœur n'a plus d'armes pour aller trouver, lui dire mon malheur, et pourtant ce matin mon chagrin de douleur, mon amour de la plume a guéri bien des larmes, aux muses de ce matin, ne puis-je compter sur toi? Des traces journalières oubliées dans la tournante, Marine Le Pen fait des tournantes, ce matin mon tournant en pleurs de chemin, je ne peux l'adopter. Le terrain, aujourd'hui, ivresse aimante, ces traces journalières oubliées, la tournante, aux muses de ce matin que je juge, ne peut compter seul sur moi. Alors voilà. Nous arrivons au débat, donc si quelqu'un a quelque chose, une réaction. Excusez-moi, on peut parler de la tête vide aussi quand, par exemple, on a un examen passé. Arrivé à cet examen, on a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Donc c'est pas que du négatif aussi. Qu'est-ce que monsieur en pense ? Bah, c'est assez négatif quand même de se retrouver avec la page blanche et pas savoir quoi écrire, même si c'est vrai que c'est pas la même chose que ce qu'on décrivait. C'est une forme d'angoisse très forte, je crois, même si moi j'ai pas trop eu ça, mais j'imagine que si on arrive, qu'on a bien travaillé et tout, et puis que finalement on n'arrive pas à écrire quoi que ce soit, c'est qu'on est quand même
bien angoissé, même si c'est un stress de performance. Donc c'est effectivement, on n'est pas du tout dans le même ordre de pathologie psychiatrique que ce qui pouvait être décrit tout à l'heure. Ce serait dû à quoi, vous demandez? Au stress peut-être, la page blanche c'est un peu le stress, un peu l'angoisse de pas réussir peut-être, ça nous fait une rupture, on perd ses moyens, on perd ses capacités pour pouvoir rédiger quelque chose, donc voilà. Donc je voulais en venir au sujet de l'amnésie. L'amnésie c'est dû à un choc émotionnel du fait de la mémoire qui vient tout de suite, il y a une perte de mémoire. Qu'est-ce que vous savez de l'amnésie, à vrai dire, par rapport à la tête vide? Donc c'est une tête qui se vide de sa mémoire, et qu'est-ce que vous en pensez? Comment revenir à l'état de mémoire? Qu'est-ce qui peut déclencher le renouveau du souvenir? Alors il y a plein de formes d'amnésie. Déjà, il faudrait distinguer les amnésies neurologiques des amnésies psychologiques ou psychiatriques. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des formes de lésions du cerveau ou d'attaques du cerveau par différentes substances, etc., qui vont faire qu'on va avoir une abrasion complète, et où il y a certaines maladies, par exemple l'alcool, typiquement, va venir attaquer les cellules de la mémoire, les détruire, et puis les personnes ne se souviennent plus, ou ne se souviennent plus au fur et à mesure qu'ils font les choses. Et d'un autre côté, il y a tout le champ de ce dont on ne se souvient pas, qu'on soit malade psychiatrique ou pas, mais qui va relever du psychologique avec ce qu'on est capable ou pas d'engranger. Alors il y a toute la question psychanalytique du refoulement originaire, c'est-à-dire qu'en fait, avant même d'être capable même d'engrainer des souvenirs, quand on est tout petit, quand on est un tout petit bébé, on n'a pas les outils symboliques, conceptuels qui nous permettent d'engrainer dans sa mémoire. Donc ça, les récepteurs non, ou les c'est... neurotransmetteurs ou... je pense qu'on a les circuits neuronaux, mais c'est qu'on n'a pas encore le psychisme qui est assez solide pour faire les liens entre les choses. Et parce qu'en fait, la mémoire, ça passe aussi beaucoup par le lobe frontal qui fait des liens entre les choses. Et alors après, dans la suite de la vie, il y a toute une série de choses qu'on n'est pas capable de se souvenir parce qu'on n'est pas capable de les accepter. Et Nietzsche d'ailleurs, il disait que la meilleure fonction de la mémoire, c'est l'oubli, parce que heureusement qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une série de choses qu'on oublie, et on ne peut pas se souvenir de tout le temps. Donc on se souvient des choses qu'il faut, et puis on en oublie pas mal, et il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'oublier, qu'on est obligé de... Alors c'est ce qu'on appelle le refoulement, le clivage, enfin il y a plein de termes en psychanalyse qui servent à décrire la manière dont on va mettre un petit peu de côté toute une partie de la psyché, parce qu'on peut pas les vivre au moment où on est en train de vivre. Oui, je dirais. Quand on a la tête vide, elle est vide, oui et non. Parce qu'on a quand même une mémoire cognitive, je dirais qu'il y a des automatismes. C'est-à-dire qu'on sait des choses, même en ayant la sensation de tête vide, on sait des choses, parce qu'elles sont en nous. Donc on a des moyens, pas des moyens mémotechniques, mais on a des automatismes pour faire pour aller à tel endroit, pour demander quelque chose à quelqu'un. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, seulement le problème c'est qu'on est à 200 à 2 à l'heure, quoi. Mais sinon il y a un moyen. Il y a un moyen de faire quelque chose. Est-ce que c'est pas une erreur de dire on a la tête vide, parce qu'il y a toujours des stimuli qui viennent nous même en méditation, il y a la musique qui vient nous remplir, il y a quand même quelque chose qui vient en nous, qui pénètre en nous. Donc la tête vide, est-ce que c'est pas une erreur de dire la tête vide? On dit la tête, peut-être la tête disponible pour d'autres choses que soi-même, et que nos propres souvenirs ou nos propres stimuli, en fait, je sais pas. C'est pas une aberration de dire la tête vide? Moi personnellement, je pense que ça serait plutôt un débit trop important de pensée, qui pourrait paralyser partiellement l'esprit humain, et empêcher justement de penser comme il faut, quoi. Clairement. Mais là, c'est pas un surplus, justement. La tête vide, c'est l'inverse d'un surplus. La tête vide, Oui, mais justement, c'est le vide total.
Non ? On peut pas avoir la tête totalement vide, comme tu le disais tout à Bah l'heure. oui, c'est une Donc à aberration. mon avis, c'est quand il y a un débit trop fort de pensée et qui paralyse l'esprit, quoi. Puis après, Et qui donne une impression de vide. C'est une sensation, c'est un sentiment. Mais là, je pense qu'on peut le combattre. On peut le combattre. Mais heureusement qu'on a des moments de répit aussi, qu'on a des moments de silence dans son cerveau. Hein. Et des moments de silence à l'extérieur aussi. Ça fait du bien aussi, des moments de silence. C'est important pour que le cerveau se repose aussi. C'est important aussi. Alors c'est intéressant parce que du coup, là, vous venez tous les deux de témoigner du fait qu'on pouvait souffrir du contraire. On pouvait souffrir d'avoir trop dans la tête. Et en même temps, on peut pas nier qu'il y a des personnes qui se plaignent d'avoir pas assez. Alors effectivement, la tête vide, comme vous le disiez par rapport à la question de la méditation, enfin en tout cas moi dans l'expérience de la méditation, ce que j'observe c'est que garder la tête vide, à mon niveau de méditation, j'arrive difficilement à ce qu'il n'y ait pas un mot qui vienne plus de 30 secondes, 1 minute. Mais après on peut, peut-être par abus de langage un petit peu, avoir le sentiment qu'il manque quelque chose dans la pensée. Et du coup, avoir le sentiment qu'il y a un vide là. Cette sensation de vide, c'est un petit peu comme ce dont je parlais tout à l'heure pour le désir. Il y a le sentiment qu'il y a un trou quelque part, un endroit où il ne devrait pas y avoir un trou, et qui fait appel, là, qui fait qu'on peut désirer qu'il y ait quelque chose qui vienne remplir ce trou quand même. Ouais, c'est un manque, quelque part. Il y a quelque chose qui manque. Ouais. Peut-être, et qui fait dire, mais ma tête elle est vide. Enfin, moi, c'est ça que j'imagine quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai la tête vide. Il y a quelque chose qui me manque là, du côté de la pensée, du côté du désir, du côté d'une mise en mouvement de moi-même. Ouais. Et qui bien sûr, comme vous l'avez souligné tous les deux, vient et observer à l'inverse chez d'autres personnes. D'autres personnes disent au contraire, là il y a trop de pensées, il y a trop de choses dans ma tête, j'aimerais bien me débarrasser d'une partie de ce qui est là, j'aimerais bien qu'il y ait une partie qui se mette de côté. Oui, bonjour. La tête vide, c'est un passage aussi chez l'adulte. Comme quoi c'est une fin dans sa vie de jeune adulte. Et donc l'objectif pour lui est de se remplir la tête peut-être de bonnes choses, mettre plein de bonnes choses dans sa tête, pour ainsi repartir dans la vie active. Voilà. Qu'est-ce que la vie active aussi ? La vie active, c'est avant tout le travail professionnel. L'adulte se doit de travailler. Et une obligation, le travail ? Bien sûr. Moi, c'est une obligation de travail, oui. Une obligation ? Oui. D'accord, c'est une obligation. Est-ce que c'est pas le mal vu, les obligations, en fait ? Parce qu'on a beaucoup d'obligations familiales, etc. Donc, en plus, une obligation professionnelle, c'est une obligation de gagner de l'argent. Oui. Voilà, c'est plus une question de gagner de l'argent que vraiment travailler pour... Parce que le travail, ça veut dire laborium, hein. Ça veut dire labeur, je crois que c'est en latin. Donc, c'est mal perçu, la labeur. En parlant de labeur ou de travail, quelqu'un, c'est pareil aussi, l'adulte se dit il faut que je me vide la tête parce que je suis rempli de problèmes, de numéros ronds, je suis contrarié. On peut faire du sport aussi, donc, ça vide la tête. On les envoie vers un travail manuel. Oui, travail manuel. Exemple, le dessin. Oui, le dessin, le sport aussi, ça fait bien vider la tête. Non, je pense que c'est une étape chez l'adulte. Oui, ça fait du bien de se vider la tête pour voilà. en plus après se remplir la tête de bonnes choses. Voilà. De bonnes choses, oui. Moi, j'aurais une question à poser à Nadine. Ouais. En fait, j'aimerais bien savoir si ça vous est déjà arrivé d'avoir la tête vide. Ça m'a déjà arrivé d'avoir la tête vide. Ouais. Parce que vous êtes quelqu'un plutôt qui est du côté de la réflexion, où vous êtes tout le temps en train de réfléchir. Oui, c'est pénible, toujours à force de réfléchir, c'est pénible. Ouais. Mais ça vous est déjà arrivé donc de n'avoir aucune idée? Oui, ça m'a déjà arrivé d'avoir la tête vide. D'accord. Le fait de réfléchir, est-ce que c'est pas justement un travail à mécanisme du cerveau, le fait de réfléchir? Oui, ça permet de. C'est quand même c'est pas la tête vraiment vide, parce qu'on est réceptif par rapport à ce qui se passe, et on réfléchit, on se fait des schémas dans le cerveau. Et on réfléchit, et peut-être qu'elle ne s'exprime pas suffisamment vis-à-vis de l'extérieur, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle a peut-être. C'est pour ça peut-être que vous avez l'impression que vous avez la tête vide, parce que vous ne vous exprimez pas vis-à-vis de l'extérieur. Je pense à rien. Vous ne vous projetez pas. Non, je ne pense à rien. D'accord. Bon, vous ne pensez à rien.
D'accord. Il y a des moments de silence. Mais non. Quand on dit des fois que le travail c'est un dur labeur, enfin c'est... En latin, ça veut dire labeur. Quelque chose de pénible ou quelque chose de... Une obligation de travailler... tous les jours à la même heure avec le même... Ça peut être un sacerdoce, ça peut être ça ce dépend, qu'on veut. en fait, mais il y a des personnes qui pensent ça pour le plaisir. Bah pourquoi pas, il vaut Donc, mieux se prendre pour le plaisir, le travail. Ce qui veut dire que si une personne travaille toute sa vie le travail qu'elle affecte, qu'elle adore, pour elle ne travaillera pas. Elle ne le considérera pas vraiment comme un travail. Bah, c'est comme ça que je l'ai entendu moi. Elle ne le considérera pas vraiment comme un travail pour elle parce qu'il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de contrainte. Oh, c'est matin, c'est 7h, je dois me lever, je dois... Bah, il vaut mieux le prendre ça pour du plaisir, à vrai dire. Oui. La répétition, vaut mieux se le dire que c'est du plaisir que de la labeur, à vrai dire, parce Pour moi, que c'est de la souffrance. S'il n'y a pas de labeur, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de plaisir. Et donc, S'il y a pas de souffrance, c'est comme tout, pour avoir quelque chose, il faut d'abord le mériter, il faut s'en donner les moyens. Et donc, passer par la tête vide, c'est qu'une étape. Pour moi, une transition. Une transition. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Non, vous avez raison. Moi, je vais revenir sur le sujet du travail. Oui. Justement, moi, c'est le contraire. Je pense sans arrêt à comment je vais bien faire, est-ce que je vais mal faire et tout. Et je pense que si je travaillerais, je me poserais moins les questions et ça m'aiderait plus à voir justement ce que vous appelez la tête vide par moment. Oui, parce qu'il y a des automatismes, c'est des réflexes au travail. Pas forcément, oui, moi, mais ça pas permet forcément. de se dégager un peu de la réflexion tout le temps, de tout le temps réfléchir. C'est ça. Ouais, ça permet aussi de se libérer, c'est d'être vrai. occupé à autre chose que penser, tout c'est simplement. Vrai. Ça, c'est vrai. Ah, Jordan. Dire que la tête vide, pour moi, c'est un comportement que d'autres gens. C'est-à-dire que certaines personnes que je côtoie et que je côtoie pas. Parce que des amis et des ennemis ici. Voilà, c'est pour ça que c'est la tête vide. Il dit que la tête vide, pour moi, c'est un comportement que j'ai à travers les gens. C'est un comportement que j'ai contre ceux que j'aime pas. J'ai pas compris. Parce que on n'a pas bien avec des personnes que personne ne décide parce que moi je me trouve seul. Je me trouve seul et pour moi c'est compliqué. Voilà. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres... Quelqu'un veut encore apporter quelque chose au débat? Non. Donc on va pouvoir peut-être passer à... Alors, une petite note. Une petite note peut-être positive, parce que j'ai retrouvé une phrase là, parce qu'on avait fait un peu une collection comme ça de phrases sur la question du vide, ou de la tête vide. Et il y en a une que je trouve particulièrement jolie, d'un écrivain qui s'appelle Christian Bobin. Et il dit cette inaliénable égalité devant le vide, l'horreur du vide, la souveraineté du vide. D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses bouquins, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Que nous la renions ou non, peu importe, c'est là que nous sommes. C'est là qu'adviennent les rencontres.
Oui, ben c'est ce que je voulais te dire. Ouais. C'est vrai que tout le monde n'est pas égal par rapport au vide, je pense. Moi, je prends mon exemple. Moi, le vide, moi, ça m'effraie. Enfin, quand je me mets tout au bord d'une falaise, je suis pas à l'aise, je m'en vais, le vide m'attire, moi j'ai peur. Et j'ai plein d'autres personnes qui vont venir là et vont pas avoir peur du vide. Enfin, tout le monde n'est pas égal. Et moi, c'est vrai que des fois, je vois des patients, des soignés, enfin, c'est dur de les voir vides comme ça, de ne pas pouvoir réfléchir, ou des fois, ils réfléchissaient et ils étaient vraiment vivants. Enfin, voilà. Enfin, c'est ce que je voudrais entendre un peu de ton... Qu'est-ce que tu peux en penser, toi, du vide de certains soignés, qui est insupportable peut-être des fois. Ça anéantit, enfin, c'est un vide de vie, je pense, je sais pas. Enfin, ça me fait penser en tout cas à la discussion qu'on a eue au groupe de discussion interinstitutionnel Picard, c'est un groupe de discussion entre des soignants de diverses institutions, où justement il était évoqué comme ça cette capacité très variable en fonction des soignants à accueillir la parole de gens qui souffrent, et où sans doute qu'on a tous des capacités à accueillir quelqu'un de vide, quelqu'un de trop plein, quelqu'un qui raconte des choses très inhabituelles, quelqu'un qui est très triste, quelqu'un qui est très joyeux. Je veux dire, enfin, on a chacun nos capacités à accueillir sans doute des choses assez différentes, et effectivement qui, comme tu le soulignes, sont liées à nos personnalités, puisque les soignants eux aussi ont leur personnalité, et on voit bien que d'ailleurs les patients savent à qui ils doivent s'adresser à un moment donné. Et quand ils trouvent pas une bonne oreille à un endroit, ils vont ailleurs la trouver, parce qu'effectivement on n'est pas du tout tous pareils dans nos capacités à écouter ceci ou cela. Merci de cette réponse. Donc je vais passer la parole à Myriam pour son poème. Merci. Alors, l'arbre seul pleureur. Se hissant des racines vers le ciel, du tronc qui s'élargit en branches, indénombrable tant les feuilles d'émerveille, de ces vers si semblables qui ne flanchent. À jamais, tant la brise les fait se mouvoir, plus fort vainqueur que le temps et ses turpitudes. La pluie n'est que l'annonce d'une verdoyance, le soleil qui apparaît est l'espérance de la venue, de fines gouttelettes d'une eau source de l'attente, de rayons, d'allégresse pour que ne cesse l'harmonie des saisons. Arbre occidental qui a quitté la jungle et ses abus, pour témoigner de la force de l'arbre, symbole de la famille, qui nous aide, nous humains, à accepter de se blottir auprès de cet arbre, qui parfois est plus vrai que l'amitié. Laissons-nous respirer en dansant, en chantant, afin d'oublier les larmes de douleur et de souffrance. En vue du cœur de l'arbre sol pleureur, qu'il devienne resplendissant de bonheur, en nous ouvrant ses bras, et les vôtres, vers le départ de nouvelles joies. Oui, alors en fait l'arbre, on parle de l'arbre seul pleureur, l'arbre seul pleureur, et c'est le sol et le seul pleureur, qui soit pour ceux qui ont de la tristesse et de la souffrance et de la douleur. Donc c'est d'aller vers cet arbre seul pleureur avec d'autres qui souffrent également, pour retrouver l'état de nature et pour se rencontrer et pour justement remplir ce vide de larmes, pour le remplir de joie et de bonheur, donc autour de la nature, et tel que le sol pleureur, qui est l'arbre dont les feuilles tombent vers le sol. Donc voilà, donc c'est un arbre un peu symbolique, hein, c'est un peu symbolique, voilà, de la réunion de ceux qui sont dans la douleur. Voilà. Donc voilà, donc l'émission... Jingle. Vous mettez pas là ? Jingle. On apprécie encore plus. Adrien, donc qu'as-tu pensé donc, pour conclure l'émission, on va te demander, Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce débat, voilà, sur la tête vide.
Et ben, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, tous ces témoignages là qui venaient rendre compte de nos difficultés à être ensemble, hein, beaucoup, et à être avec soi-même pour chacun. Effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose d'aussi riche autour de cette question de la tête vide, hein, de comment cette souffrance-là là, et permettre autant de partager. Bon, bah encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité. Adrien, c'est nous qui te remercions d'être venu à l'émission Déo Débat. Voilà, au revoir. La prochaine émission aura lieu au mois de novembre. Mais quand la date, c'est quoi déjà? On a la date. Le thème sera donc sur l'adoption le 14 novembre. Voilà. Mercredi 14 novembre. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous. Au revoir.